40 accidents de plongée ou liés à la plongée, dont 3 mortels, sont à déplorer depuis le début de l'année en Méditerranée, selon le préfet maritime. On va revenir sur les règles de sécurité à respecter en plongée. Avec vous, Mathieu Coulange, vous dirigez le service de médecine subaquatique et hyperbare à l'hôpital Sainte-Marguerite. Bonjour. Bonjour. Pour passer un été en toute tranquillité, on va aussi parler du fonctionnement des urgences. Pour quel mot s'y rendre ou pas, Philippe Jean, le chef des urgences de l'hôpital Nord, nous expliquera tout dans un instant. Bonjour. Bonjour. Enfin, on est heureux d'accueillir aujourd'hui un vrai sportif, Christophe Dupuis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un officier de marine, nageur de combat, et vous venez de traverser à la rame l'Atlantique sans escale et sans assistance. Alors, on va parler de votre préparation pour affronter les éléments. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Donc, après les coups de soleil, quel est, selon vous, messieurs, le plus gros danger de l'été pour chacun d'entre vous? Malheureusement, je vais me focaliser sur mon activité. Effectivement, l'activité de plongée, l'activité de la baignade est peut-être un des dangers phares de l'été. En plus, c'est une activité qui est souvent médiatisée en cas d'accident. Voire peut-être surmédiatisée, parce qu'on se rend compte que malgré une augmentation très importante du nombre de pratiquants, on garde quand même un nombre d'accidents de plongée qui reste heureusement faible. Il y a encore des actions de prévention, on peut encore le réduire, et c'est l'objet un peu de nos actions de prévention. Là, on a parlé d'une quarantaine d'accidents depuis le début de l'année. Comment on peut les expliquer, ces accidents? Est-ce qu'il y en a plus qu'avant, justement? Ça reste stable, hein. Ça reste stable, et pourtant la population augmente. Donc ça veut dire que les actions de prévention fonctionnent bien. Malgré tout, il y a un certain nombre d'accidents qui pourraient être évités, soit parce que la personne n'a pas bénéficié d'une visite de non-contre-indication à la pratique, soit parce qu'elle s'est permis d'aller dans un environnement un petit peu trop extrême, soit parce qu'elle a évolué avec des techniques de plongée qui ne sont pas toujours bien adaptées à son activité. Philippe Jean, vous recevez beaucoup d'accidents liés à la mer, forcément, l'été, aux urgences? On en reçoit quelques-uns, alors peut-être pas forcément sur l'hôpital Nord, ce sont plutôt les hôpitaux du centre-ville qui reçoivent plutôt ces patients. On en reçoit quelques-uns, les accidents les plus graves vont directement dans les services les plus adaptés. Je crois que le plus gros danger de l'été, c'est de croire que comme on est en été, on peut prendre des vacances avec la sécurité, avec les précautions. Et à partir de ce moment-là, de se croire finalement autorisé ou un peu plus libre vis-à-vis de ce que sont les précautions élémentaires à prendre pour soi et pour les siens. Alors ça passe par quoi? Par exemple, on s'habille moins, du coup on est plus vulnérable? On s'habille moins, on est plus vulnérable, on fait un petit peu moins attention au soleil. On est content d'avoir du soleil, de la chaleur, d'être un petit peu libre dans son corps et dans sa tête. Et donc, on laisse un peu de côté les précautions avec les enfants, avec les personnes âgées bien entendu, avec soi-même. On s'expose au soleil, on s'expose aux risques, on met un peu de côté les barrières qu'on connaît et qu'on a mises par ailleurs. Et à partir de ce moment-là, un certain nombre d'événements de la vie de tous les jours prennent des proportions beaucoup plus importantes. Et finalement, ça n'est pas forcément quelque chose de très spectaculaire. Il y a évidemment des accidents qui peuvent être rares, un petit peu complexes, un petit peu difficiles. La plupart des problèmes qui viennent fréquenter les services d'urgence ou les systèmes de secours sont des problèmes liés à la vie de tous les jours, dans des conditions un peu différentes. Alors on va donner des conseils justement tout au long de l'émission. Christophe Dupuis, vous êtes nageur de combat. Si on devait expliquer un petit peu finalement en quoi ça consiste et puis votre traversée, là vous revenez tout juste. Alors, nageur de combat, pour faire simple, c'est un membre des forces spéciales de l'armée française et qui utilise la mer comme un dioptre pour se cacher des vues de l'ennemi. Voilà. Donc ça, c'est la version générique. Et pour pouvoir réussir ces missions, on est capable de mettre en œuvre de l'avion qui passe à 10 000 mètres jusqu'au sous-marin qui part à 300 mètres. Voilà. Et on utilise tous complètement polyvalent et on fait tout ça. Alors là, vous êtes revenu donc d'une mission, d'un défi important. Vous avez dû affronter les éléments, notamment le mal de mer. Alors, le mal de mer, comment on s'y prépare ? Alors, pour faire ce défi, pour moi, il était clair que je ne pouvais pas partir sans y associer Mathieu, qui était là et en charge de toute ma préparation médicale, paramédicale. Et dans les soucis que je savais devoir affronter, il y avait notamment le mal de mer. Et le mal de mer, il y a la simple pilule, la notamine,
ou mer calme, jusqu'à une préparation un peu plus spécifique et que Mathieu m'a proposé de suivre. Alors on dit souvent que le mal de mer, enfin on m'a dit récemment que c'était les 3 F, la frousse, la faim, le froid. Alors est-ce que c'est vrai? Et la soif. Il y a la soif aussi. Qu'est-ce que c'est la soif? C'est la soif. La soif. On dit souvent les 4, voire le 5. Et effectivement, c'est une chose essentielle parce qu'on se rend compte dans ces défis qu'on va anticiper énormément de choses très compliquées. On oublie le principal élément, le facteur limitant, c'est le mal de mer. Et c'est une chose aussi qu'on peut rencontrer chez le plaisancier qui va partir avec un beau bateau, qui va prévoir une traversée. Et malheureusement, il va subir ce mal de mer qui est souvent le point de départ d'un suraccident et d'une interruption de ses vacances. Donc c'est vraiment une chose essentielle. Et du coup, quoi faire? Donc il y a ces comprimés dont vous parliez, et il y a aussi peut-être le fait de s'amariner. Est-ce que le mal de mer, plus on pratique, plus on s'y habitue? Tout à fait, c'était un peu le principe. Ce qu'on voulait, c'est qu'avant qu'ils partent, ils soient déjà amarinés. On sait qu'il faut à peu près 48-72 heures pour être amariné, et donc on voulait préparer son oreille interne à cette problématique-là. Donc il a fait toute une partie de rééducation avec un kiné qui s'appelle Monsieur Piquet, qui l'a entraîné. Donc lorsqu'il est parti, il était déjà acclimaté, donc il n'a pas eu de soucis. D'accord. J'ai pas été malade 30 secondes. Et vous étiez auparavant malade, enfin, vous étiez quelqu'un sujet c'est pour ça que je savais qu'il fallait impérativement que je prenne en compte ce facteur de risque, parce que c'est une des choses qui, durant toute ma carrière, et j'avais le mal de mer, quoi. Donc, alors après, avec le temps, j'arrivais à m'amariner, mais pour la course, je ne pouvais pas me permettre de perdre une semaine pour contrer ce mal de mer et me mariner, quoi. Parce que quel est le danger, justement? On est moins vigilant, c'est ça? On est plus fragile quand on a le mal de mer, en fait? Tout à fait. Alors, sur la course, là, il y a un des concurrents a été obligé d'abandonner parce qu'il a subi le mal de mer et en étant malade, il a eu un problème sur un de ses appareils, il a voulu le réparer avec un couteau et il s'est transpercé la main. Donc il y a eu moins de vigilance parce que il était fatigué, il voulait tout arrêter, voilà, il n'en pouvait plus. Et un des risques du mal de mer, c'est qu'on veut s'extraire de ce milieu et on peut passer par-dessus bord. Donc le fait de proposer une rééducation, ça peut être possible pour tout le monde, ceux qui ça peut être possible. La seule chose, c'est que c'est quand même très contraignant, donc il faut vraiment le réserver à des défis très particuliers. Après, il y a 2 autres alternatives. Il y a déjà les règles simples, se protéger du froid, s'hydrater, être alimenté correctement, c'est déjà une bonne chose. Et puis après, il y a 2 autres béquilles. Une béquille médicamenteuse, mais partir avec un médicament en vacances, c'est pas toujours très agréable. Et puis, il y a un autre dispositif qui est assez original, qui sont des petites lunettes avec un niveau d'eau. Alors, on n'a pas l'air très malin quand on a ça, mais à la limite, ça nous évite d'être nauséeux et peut-être que ça nous permet de passer. Ça fonctionne alors? C'est un des seuls dispositifs qui semble avoir démontré son efficacité. Oui, parce qu'il y avait un autre concurrent, Pierre Matalski, qui lui est parti... il était dans le groupe, mais moi je suis parti avec cette préparation spécifique de rééducation. Et lui, il est parti avec la médicamentation et les lunettes. Et il a mis les lunettes pendant 3 jours à l'intérieur et il n'a jamais été malade. Et c'est des lunettes qu'on peut trouver ça sur Internet? Oui, sur Internet. Donc, Philippe Jean, des personnes viennent pour le mal de mer aux urgences ou quand même pas? Non, moi je n'ai jamais vu de personnes venir pour le mal de mer. Pour d'autres problèmes, effectivement, du bord de mer, oui peut-être, mais pas le mal de mer. Justement, les problèmes de bord de mer le plus courant, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qu'on a? Je crois que la caricature de l'étranger du Nord qui arrive et qui s'est exposé de façon outrancière au soleil et qui arrive rouge comme une écrevisse, ou plutôt un homard en l'occurrence, et presque ébouillanté, oui, ça c'est quelque chose que l'on voit souvent et qui n'est pas une vue d'esprit. C'est le problème aussi de tous ces petits traumatismes de la vie courante liés au fait qu'on est moins bien chaussé, on marche avec des tongs ou pieds nus et la pathologie des pieds tout simplement sur le bitume en ville ou sur les rochers et sur le littoral un petit peu compliqué. Parlons pas après aussi des piqûres d'animaux marins lorsqu'on met le pied sur une vive ou sur une rascasse. Ça arrive. Ce sont des choses qui sont finalement peut-être pas très graves et pas très, très dangereuses, mais qui sont quand même assez fréquentes.
Alors je vous propose tout de suite un reportage. On va parler de ceux qui se rendent sur les lieux d'accident, donc souvent en hélicoptère, et qui sont formés eux-mêmes au risque d'accident si jamais ils avaient des crashs. Donc c'est la sécurité civile à Valabre, qui est basée à la Pointe-Rouge, qui forme ces pilotes d'hélicoptères à sortir de leur carlingue en cas de crash. Regardez. Attachés sur leur siège, ces pompiers et pilotes d'hélicoptères bombardiers d'eau s'apprêtent à décoller sous la mer. Au cours de ce crash simulé, ils vont devoir s'extraire de la carlingue immergée le plus vite possible. Ok, crash ! Dégrafer leur ceinture de sécurité, de garder un repère dans la machine. Ça, vous savez, lorsque vous rentrez chez vous la nuit, si vous ne voulez pas réveiller tout le monde, vous connaissez avec un repère tactile et vous arrivez à vous repérer à l'intérieur de votre demeure. Et bien là, c'est exactement pareil. Ils gardent en permanence un repère tactile à l'intérieur de la machine, ce qui fait que même sans y voir, on arrive à s'extraire et à retrouver facilement l'issue. En plus d'acquérir des automatismes en termes de réflexes, ce stage prépare aussi au pire psychologiquement. Ils respectent vraiment bien cette trajectoire en diagonale pour ne pas sortir vertical à cause des pales. C'est important de sortir de ce stage en ayant confiance et en se disant voilà, je sais le faire, j'y suis arrivé, je peux le faire. C'est toujours autant impressionnant parce qu'on est dans un milieu hostile qui est l'eau et en plus de ça, on nous met dans des conditions de manière à être désorienté. Donc ça oblige à faire un gros effort beaucoup plus psychologique que physique, de manière à garder son calme et à appliquer les procédures strictes qu'on nous enseigne. Pour leur deuxième passage, la carlingue se retourne même sur le côté, ce qui rend l'extraction beaucoup plus difficile. C'est une véritable confiance qui s'installe déjà entre le pilote et le cadre sapeur-pompier qui est à côté, puisqu'on fait les mêmes exercices. Ce stage de survie en mer est une obligation réglementaire pour les professionnels. Tous les 2 ans, ils viennent de la France entière pour y participer. Alors, environ 200 personnes font ce stage chaque année, je crois que vous l'avez fait vous aussi. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est pas forcément de s'extraire, c'est aussi à la sortie? Oui, tout à fait. On a quelques retours d'expérience de gens qui ont améri et qui pensent que le problème est réglé, ou des gens qui sont retrouvés à l'eau et qui finalement se disent on s'est sorti du bateau. Bien souvent, le plus compliqué, c'est la survie, immergé dans l'eau. On sait que la neutralité thermique, c'est-à-dire la température à laquelle on ne se refroidit pas, c'est 34 degrés dans l'eau. Ce qui veut dire que la plupart du temps, on est dans l'eau froide, même si elle est à 28. Et rester plusieurs heures dans une eau froide, ça peut poser un certain nombre de soucis, d'hypothermie et d'épuisement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite? Se couvrir, Alors, boire quelque chose si on est dans l'eau seule, malheureusement, on va déjà éviter de faire des choses qui peuvent aggraver la situation. Le premier réflexe, la plupart du temps, c'est de nager. C'est une erreur. Il faut rester en statique, plus bouger, et essayer de se recroqueviller en position fétale pour essayer de lutter contre le froid. Pour cela, bien évidemment, il faut une flottabilité, d'où l'importance d'avoir un gilet dès qu'on est dans une situation de danger pour pouvoir rester en flottabilité sans mouvement. Et là, on peut survivre quelques heures. Alors, on va revenir un mot sur les urgences. On parle beaucoup de l'attente dans ces services. Comment on l'explique, cette attente, finalement? Souvent, on a l'impression qu'on est dans un cabinet médical, mais ça va être la pathologie la plus grave qui est prise en charge en premier, en fait, c'est ça? Alors, effectivement, les urgences sont caractérisées par le fait qu'on a simultanément beaucoup de patients différents, de patients et qui présentent des problèmes différents. Vous avez aussi bien un problème, je sais pas, de chirurgie digestive, de traumatologie, de psychiatrie, un infarctus du myocarde et une hémorragie digestive. Chacun nécessite donc une prise en charge particulière et on essaye, enfin les médecins urgentistes essayent en général de prendre en charge en même temps tous les problèmes. Il y a des moments où on ne peut pas effectivement tout faire et en même temps, et par conséquent, le temps va s'allonger parce que la prise en charge de ces patients demande plusieurs séquences successives d'examens complémentaires, de radios, de scanners, d'avis spécialisés. Et pour un patient donné, il faut effectivement du temps pour s'en occuper. Alors, en fait, le problème est que la vision des choses est un peu particulière. Le patient qui est là, qui attend qu'on s'occupe de lui et qui ne comprend pas ce qui se passe ailleurs, trouve que c'est très long. Les équipes qui sont de l'autre côté, qui ont plusieurs patients à prendre en même temps, qui jonglent avec les uns les autres, qui intercalent la prise en charge de l'un au milieu de la prise en charge de l'autre, trouvent qu'au contraire, ils sont complètement submergés. Mais c'est vrai, on ne peut pas régler les problèmes d'un claquement de doigts, et ce d'autant qu'ils sont compliqués, difficiles, ou qu'ils mettent en jeu le pronostic vital. Est-ce qu'on peut donc juste dire un mot sur dans quel cas, en fait, est-ce qu'il faut venir aux urgences? Dans quel cas composer le 15?
Alors, je crois que composer le 15 doit être un réflexe qui est citoyen, qui concerne tout le monde. Le système a été mis en place pour pouvoir effectivement récupérer un certain nombre de demandes et pouvoir leur donner une orientation ou une réponse appropriée. Parfois, un conseil médical, tout simplement, qui ne nécessitera pas forcément d'intervention, de déplacement ou autre, et ça peut être suffisant. Donc je crois que c'est un très très bon réflexe de faire le 15 ou lorsqu'on est à l'étranger, le 112, qui est le numéro donc international qui est répercuté sur les systèmes locaux. Et là, c'est un médecin régulateur donc qui vous oriente en fonction de votre pathologie et qui vous conseille. Il va y avoir donc d'abord un permanencier qui va prendre l'accueil et qui va l'appel et qui va le dispatcher vers la personne appropriée, un médecin régulateur qui effectivement va pouvoir apprécier la situation et lui donner la réponse adaptée, mettre en jeu les moyens nécessaires. C'est bien le terme régulation, hein, c'est pas lui qui va prendre les décisions, mais il va engager les moyens qui sont nécessaires ou donner les informations ou les éléments permettant effectivement de répondre à la question de la personne. Mais s'il n'y a pas d'autre solution, il faut venir aux urgences. La structure des urgences est faite pour ça. Mais c'est vrai qu'il faut savoir que quand on vient aux urgences, on court un gros risque, c'est celui d'attendre. D'ailleurs, nous, on ne parle pas de temps d'attente aux urgences, mais le temps de passage, ce qui est un petit peu différent et qui traduit bien ce que l'on y fait. Christophe Dupuis, vous, comment vous aviez fait s'il vous arrivait quelque chose en plein milieu de l'océan Atlantique? Donc vous avez été formé, c'est ça, aux premiers soins? Alors j'ai eu une formation grâce à Mathieu et puis ses équipes aux premiers gestes pour pouvoir me recoudre ou m'agrafer en fonction de l'endroit où je devais avoir un bobo. Et autrement, j'avais son numéro de téléphone et n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, je pouvais l'appeler. Et je l'ai appelé 2 fois. Une fois parce que je suis parti avec une problématique de furoncle qui était assez impressionnant. Et à Dakar, les médecins ne voulaient pas que je parte. Je l'ai appelé et je lui ai dit qu'est-ce que je fais. Il m'a dit vas-y. Mais bon, il n'était pas très fier. Il me l'a dit après la course, il n'était pas très fier de savoir si j'allais passer ou pas. Et après, je me suis ébouillanté avec de l'eau chaude sur ma cuisse. Et donc là, c'est pareil, je l'ai appelé et je lui ai dit qu'est-ce que je fais. Et la dernière chose, c'est que j'avais tellement mal aux mains sur la dernière semaine, j'arrivais plus à mettre les mains sur les rames là, sans avoir à avoir quasiment les larmes aux yeux, quoi. Et il m'a demandé de prendre des médicaments et c'est passé, quoi. Ça a marché. Juste une précision importante, on n'a rien inventé, hein. C'est des choses qui sont bien connues. On a simplement, nous, entraîné Christophe dans son environnement. Il faut quand même savoir que la plupart du temps, en mer, il y a quand même la possibilité d'avoir un avis médical, ce qu'on appelle au centre de coordination médicale maritime qui se trouve à Toulouse et qui peut être très facilement, donc là on a un médecin qui est spécialisé dans l'urgence et dans la médecine et dans la consultation médicale en milieu maritime. Et donc là on lui explique ce qu'on a. Exactement. Et c'est lui qui vous dit faites et pour avoir accès à ce médecin, il suffit d'alerter le CROSS avec la VHF Canal 16 et le CROSS va dispatcher en fonction du type. Si c'est un accident de plongée, il fera appel à un SAMU de coordination médicale maritime. Si c'est pour un avis médical en haute mer, ça sera le CCMM sur Toulouse où on a vraiment des équipes spécialisées à ce genre de problématiques. Donc ça, en cas d'accident en mer, c'est le CROSS qui coordonne les secours partout. Il n'y a qu'un numéro à connaître en mer, c'est le CROSS avec la VHF Canal 16. Alors on va parler de la conduite à tenir en cas d'accident de plongée. Donc je vous propose d'écouter le capitaine Jean-Jacques Grenot qui nous explique un petit peu les règles à respecter. On l'écoute. C'est prévoir le matériel adapté, c'est prévoir la sécurité qui correspond au niveau de plongée qu'on s'est fixé, et puis avoir en tête que tout change, les conditions météo évoluent, donc on peut se retrouver avec des conditions de mer totalement différentes d'un moment à un autre, et ça il faut l'anticiper en prenant la météo. Il faut être capable aussi d'être dans une structure où si on plonge avec un bateau propre à soi, en équipe constituée, et bien de respecter le niveau de plongée des personnes, de se limiter, de faire attention à la gestion de son air, de ne pas prévoir des plongées trop longues, trop saturantes, et d'avoir une réserve d'air suffisante pour pouvoir gérer ses paliers de décompression, remonter lentement, et également prévoir des moyens d'alerte. Alors Mathieu Coulange, donc ça c'est les règles à respecter qui sont primordiales. Est-ce qu'il y a souvent un excès de confiance qui est commun aux accidents de plongée? Alors c'est ce qu'on commence à voir apparaître malheureusement.
Ce qui est un peu dommage parce qu'en France, on a quand même une qualité des structures qui encadrent la plongée. Donc généralement, la première chose pour remettre un peu les gens dans le droit chemin, qu'on leur conseille d'aller en structure. Et c'est vrai que malgré tout, on voit quand même un excès de confiance qui a tendance un petit peu à repousser les limites et quelquefois aboutir à un accident. Philippe Jean, pour en revenir aux urgences, donc vous traitez finalement assez peu ce type de pathologie, les problèmes liés à la plongée. Mais quelles sont les plus courantes, les pathologies que vous avez le plus, notamment l'été? Alors, c'est vrai que les accidents de plongée sont référés, en tout cas sur Marseille, au centre spécialisé. On a effectivement la chance d'avoir une structure qui permet effectivement d'apporter les bonnes réponses. Alors, les problèmes les plus fréquents sont les problèmes de la vie de tous les jours, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire problèmes liés à l'exposition solaire excessive, aux problèmes liés à une hygiène générale, alimentaire, personnelle, parfois un petit peu relâchée, à des problèmes liés au manque d'hydratation. Je crois que même comme pour le mal de mer, on est plutôt dans la chaleur plutôt que dans le froid, mais l'hydratation est essentielle parce que les problèmes liés à la déshydratation chez l'adulte comme chez l'enfant sont les problèmes les plus fréquents qui aboutissent à ce qu'on va appeler l'insolation, qu'on va appeler la déshydratation, etc., et qui va amener des personnes de tous âges dans des situations parfois un peu difficiles. Il faut boire combien de litres d'eau par jour, par exemple? Déjà, en base, il faut boire 1,5 litre d'eau en moyenne par jour. Je crois qu'il faut boire au moins, c'est évidemment en fonction de la température, mais il faut boire un demi-litre à 1 litre d'eau supplémentaire au minimum, et ne pas hésiter d'augmenter en fonction de la température par tranche d'un demi-litre. Alors, je crois que quelqu'un qui est jeune, en bonne santé, qui n'a pas de problèmes rénaux en particulier, ou cardiaques, peut boire sans aucun problème. Chez les cardiaques, chez les diabétiques, chez les hypertendus, chez les personnes qui ont des problèmes rénaux, il faut être effectivement un peu plus prudent, un peu plus mesuré. Et donc, il faut régler ça et se faire suivre effectivement par son médecin traitant de façon tout à fait rapprochée. Je crois qu'il faut aussi attirer l'attention très très soigneusement sur le fait qu'en période de grande chaleur, de déshydratation ou d'hydratation insuffisante, les personnes qui sont traitées par des médicaments risquent de voir effectivement leur traitement déstabilisé, déséquilibré sous l'effet d'une mauvaise hygiène hydrique. Donc, je crois que le conseil le plus simple, c'est de penser à boire, alors pas 1 litre toutes les 8 heures ou 1,5 litre, mais de boire régulièrement un verre d'eau, 1,5 verre, raisonnablement et de façon bien étalée dans le temps. Alors, on a parlé tout à l'heure du numéro du CROSS, donc pour les accidents en mer, et qu'en est-il pour tout ce qui est terrestre, qui il faut joindre en cas d'accident? C'est essentiel, on a de la plongée en lac, on a de la plongée spéléo, et dans ce cas-là, on reprend un circuit habituel, ça sera le 15, le 18 ou le 112, et on reprendra après donc une régulation standard, comme pour tous problèmes médicaux terrestres. Alors avant de continuer, on va voir que les plaisanciers sont bien sûr aussi soumis à des règles précises de sécurité. Depuis le début du mois de juin, la police nationale multiplie les contrôles sur tout le littoral des Bouches-du-Rhône. Les radars sont sortis. Margaït Kuk. Pris en flagrant délit d'excès de vitesse en mer. Ce plaisancier naviguait à la sortie du port à la vitesse de 17 nœuds, plus de 3 fois la vitesse autorisée. Comme sur l'autoroute, il s'est fait prendre par ce radar mobile que l'on distingue dans les rochers, discrètement posté à la sortie du vieux port. Sur la vedette de la police, le plaisancier se voit dresser un PV. Il ne règle pas tout de suite, il sera convoqué par les affaires maritimes. Il devrait écoper au minimum d'une amende de 38 €. C'est dur, surtout qu'on a un problème de bateau, de moteur. Donc c'est vrai que là je suis sorti du port et j'ai voulu envoyer un petit peu avant la sortie du port, mais bon, pas de bol, ils étaient juste là, quoi. Donc après, ils font leur travail. Et c'est son jour de chance. En plus de son PV, le contrevenant doit répondre aux questions des journalistes invités par la police à suivre cette opération. Il faut montrer la présence des forces de l'ordre sur le terrain, car la vitesse limite de 5 nœuds, valable jusqu'à 300 mètres des côtes, est fréquemment dépassée. C'est la zone des plus grands dangers, c'est la zone où il y a des baigneurs qui s'éloignent du rivage immédiat, et c'est la zone évidemment où il peut y avoir le plus grand nombre d'accidents. La bande des 300 mètres qui est délimitée par des bouées jaunes, et à partir de là, en haute mer, là, ils peuvent circuler plus rapidement. Je vous informe que donc vous avez été pris au radar à 12 nœuds dans le Vieux-Port au lieu des 5 nœuds requis. Depuis le début de la saison, les policiers ont dressé 45 PV, dont 3 ce matin. Tout l'été, ils déplaceront leur radar le long des côtes des Bouches-du-Rhône. Alors un conseil, même en mer, levez le pied.
Alors on n'a pas parlé des piqûres de méduses l'été. Qu'est-ce qu'il faut faire en cas de piqûre de méduses? Est-ce qu'il faut se rendre aux urgences, Philippe Jean? Pas forcément. Avec les méduses, d'abord la première chose à faire, c'est de ne pas paniquer. C'est vrai que ces bestioles font toujours peur et gênent beaucoup. La première chose surtout à ne pas faire, c'est à essayer d'enlever les éventuels filaments qui sont présents sur la peau, parce que plus on les étale, plus on étale la brûlure provoquée par ces filaments. Donc en pratique, il faut essayer de les enrober, de les isoler en fait du contact cutané avec du sable, avec de la farine. Certains recommandent, si on a de la mousse à raser, si on a n'importe quoi, pourvu qu'effectivement on essaye un petit peu de les paner en quelque sorte pour limiter les dégâts et pouvoir ensuite éventuellement les extraire avec la partie non tranchante d'un couteau ou le bord d'une fourchette, délicatement une fois qu'ils ont été protégés. On peut aussi les dénaturer avec du vinaigre ou avec de l'alcool, ce qui les rend beaucoup plus rigides. Et puis après on va voir son médecin s'il y a des brûlures. Donc allez voir votre médecin en cas de piqûre de méduse. Avant de terminer, on en profite pour passer un message d'information à destination des médecins, infirmiers et secouristes. Donc les journées de médecine maritime 2012 auront lieu les 27 et 28 septembre à l'École nationale supérieure maritime à Marseille, à la Pointe-Rouge. Voilà, c'est les 27 et 28 septembre. C'est la fin de cette émission. Merci à tous les trois d'être venus nous éclairer et à bientôt.